Bien avant de devenir un musée d'art, le Louvre a été pendant près de 6 siècles la résidence des rois de France. À l'occasion de la rénovation du musée, lancée en 1981, a été ainsi retrouvée l'enceinte de la forteresse médiévale, construite à la demande du roi Philippe Auguste pour défendre au début du XIIe siècle la rive droite. Depuis, chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Du château fort de Philippe Auguste, 1190, à l'achèvement du Grand Dessin, 1870, le palais du Louvre s'est progressivement étendu sur la rive droite de la Seine. Véritable barrière entre le nord et le sud de la ville, le bâtiment est le point de départ de la grande perspective est-ouest, qui croise l'arc du Carrousel, l'obélisque de la place de la Concorde, l'arc de triomphe sur les Champs-Élysées, jusqu'à la nouvelle arche de la Défense. La renommée internationale du musée du Louvre fait parfois oublier qu'à son origine, il a été conçu pour avoir une fonction palatiale. Dès le Moyen Âge, son évolution a été tout à fait exceptionnelle, marquée à la fois par les grands événements de l'histoire de France et par la succession d'architectes et de décorateurs qui y ont apposé leur marque. Le château médiéval, à l'origine du palais actuel, a été édifié par le roi Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. Les travaux de restauration de la cour carrée et les excavations nécessaires à la construction de la pyramide et des nouveaux espaces du Carrousel ont permis d'effectuer des fouilles archéologiques, de reconnaître les différentes phases de l'occupation du palais et du quartier. Les structures architecturales du sous-sol sont désormais incluses dans les circuits de visite. C'est ainsi que l'on peut circuler, sous la cour carrée, dans les fossés de la forteresse médiévale, contourner la base du donjon pour gagner la salle Saint-Louis, XIIIe siècle, ou encore, au débouché du parc de stationnement souterrain, longer les fossés dits de Charles V. En 1528, François Ier fait détruire la grosse tour et décide, en 1546, de transformer l'antique forteresse en résidence luxueuse. Les travaux, conduits par Pierre Lescot, poursuivis sous Henri II et Charles IX, intéressent deux ailes nouvelles qui occupent deux côtés de l'ancien château fort. Jean Goujon décore la façade et la grande salle de cette aile Renaissance. À l'ouest, en un lieu dit les Tuileries, Catherine de Médicis fait construire un immense palais qu'elle laisse inachevé. Dès son arrivée à Paris, en 1594, Henri IV décide d'unir le Louvre aux Tuileries en un gigantesque palais. C'est le Grand Dessin, dont il fait exécuter la première étape, la Grande Galerie. Sous Louis XIII et Louis XIV, les architectes Lemercier puis Levau édifient la cour carrée, quadruplement de l'ancienne cour de Renaissance. À l'est, face à la ville, une commission d'architectes, dirigée par Perrault, aménage la colonnade. Poussin, Romanelli et Lebrun décorent les appartements et les galeries. Mais cet âge d'or du Louvre s'arrête brusquement lorsqu'en 1678, Louis XIV choisit Versailles comme centre du pouvoir. Le double palais reste longtemps inachevé. Tout au long du XVIIIe siècle, de nouveaux projets viennent nourrir le grand dessin des Bourbons que les architectes Gabriel et Soufflot essaient de parfaire. Mais il s'agit de la réalisation d'un projet ancien qui consiste à rendre la totalité du palais à sa fonction de musée, tout en modernisant et améliorant la présentation de ses collections. Installé sur un domaine de plus de 40 hectares en plein cœur de Paris, sur la rive droite de la Seine, le musée du Louvre offre environ 60 000 mètres carrés de salles d'exposition, consacrées à la conservation d'objets représentatifs de 11 millénaires de civilisation et de culture. Le Grand Louvre est aussi un ensemble culturel ayant une mission didactique vis-à-vis du public, qu'il remplit par le biais de conférences, de productions audiovisuelles et interactives et de nombreuses publications imprimées disponibles dans les salles ou à la librairie qui se trouve sous la pyramide.